Bonjour à tous. Comme vous le savez, il existe actuellement 3 approches théoriques pour expliquer les origines de la vie sur Terre. La première, la théorie comme quoi on a été créé par un Dieu surnaturel et tout-puissant. La deuxième, selon laquelle la vie aurait évolué par hasard jusqu'à l'homme. Et la troisième, qui commence à naître et à prendre de plus en plus d'importance, la théorie créationniste mais scientifique. J'ai avec moi des invités qui vont nous parler ensemble, avec qui on va discuter justement de cette nouvelle théorie selon laquelle on était créé scientifiquement. Mais d'abord et avant tout, je vais commencer par vous présenter mes invités. Marc Rivard, qui est biologiste et docteur en médecine. Marc, tu en es venu un jour à remettre en question la théorie de l'évolution. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est un des préceptes de la théorie de l'évolution qui veut qu'un être vivant évolue grâce à l'accumulation de mutations positives qui le rendent plus fort pour son environnement. Et parallèlement à ça, dans les mêmes salles de cours, on m'apprenait, quand j'étais étudiant, qu'il y avait dans la cellule des mécanismes, des espèces de mécanismes qui réparaient l'information génétique, qui empêchaient, quand il y avait une mutation qui se produisait, ces mécanismes-là venaient réparer l'ADN, venaient réparer la mutation et l'enlever. Alors, il y avait une contradiction évidente. On me dit, le moteur de l'évolution, c'est des mutations, mais en même temps, dans l'information génétique d'un être vivant, il y a des réparateurs, des molécules qui viennent réparer, enlever et éliminer les mutations. Donc, qui empêche que la mutation puisse exister. Donc, qui empêche une évolution. D'accord. Hortense Dodo, bonjour. Vous êtes docteur en biologie moléculaire aux États-Unis, originaire d'Afrique. Dites-moi, qu'est-ce qui, dans ton cas, Hortense, a conduit à une remise en question de l'évolution? Alors, moi, en tant que biologiste moléculaire, on passe le temps à étudier les molécules qui sont à l'intérieur de la cellule. La théorie de l'évolution part du principe qu'on a commencé avec une cellule simple vers des cellules plus complexes. Mais la cellule simple, la cellule la plus simple, est tellement complexe que jusqu'à présent, vous avez plusieurs laboratoires avec plusieurs personnes dans chaque laboratoire qui essaient d'étudier une composante de cette cellule-là. Donc, c'est quelque chose de pas simple, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être seulement apparaître à tout hasard. Donc, la simplicité, l'hypothèse que la cellule de départ était quelque chose de simple, en elle-même est fausse, parce que la cellule n'est pas simple, elle est très complexe. Très complexe, comme une usine, comme on le dit communément. Vraiment, c'est ça. Marcel Terrus, ingénieur chimiste de France. Même question, qu'est-ce qui a remis la théorie de l'évolution? Les évolutionnistes, pour justifier leur théorie, prétendent que l'évolution s'est faite de façon très progressive dans le temps. Un petit peu comme si le temps était le moteur de la complexité, comme s'il suffisait d'attendre suffisamment longtemps pour voir la matière inanimée se transformer en première cellule et cette première cellule évoluer vers l'homme. Or, quand on passe un petit peu au crible de l'analyse, les méthodes de datation, on s'aperçoit que ces méthodes s'appuient sur des hypothèses qui sont extrêmement fragiles. Et ma conclusion aujourd'hui est que en fait, la vie est apparue depuis une période extrêmement brève. Il faut donc rejeter cette idée que les périodes de temps justifient l'évolution. Il faut trouver une autre voie. Et l'autre voie, pour moi, c'est le créationnisme scientifique. D'accord. Et Brigitte Boisselier travaille aussi en France dans un laboratoire. Vous êtes docteur en chimie physique et en chimie biomoléculaire. Oui, c'est compliqué. Je te pose la même question, Brigitte. D'où vient cette remise en question de la théorie de l'évolution? Oui. Bien, moi, en tant que chimiste, c'est une autre forme de complexité. C'est pas celle de la cellule, mais celle d'un petit scarabée. Enfin, c'est le bombardier. Enfin, rien qu'à regarder, il se trouve que ce bombardier, lorsqu'il est attaqué par une souris, émet un gaz qui contient la quinone, donc c'est un gaz chaud et irritant. Alors, quand on regarde comment il arrive à faire ça, eh bien, ce scarabée, il a dans une zone de stockage, il a 2 produits chimiques qui, normalement, moi, si je les prenais, je les mets dans un ballon, ça réagit. Là, ça ne réagit pas parce qu'en plus, il a une enzyme qui les empêche de réagir. Et quand il a besoin de les faire réagir, il génère 2 autres enzymes qui amorcent la réaction et qui font notamment générer de l'hydrogène et de la quinone, etc. Et quand on regarde, en fait, le contrôle d'une chose pareille, ce petit scarabée, il avait toutes les chances de se faire exploser la panse avant d'arriver à ce niveau de contrôle s'il faisait ça par hasard. Pour moi, c'est
c'est une anecdote, c'est une interrogation majeure. Et il y en a plein d'autres. Alors bien sûr, en tant que chimiste, je suis allée voir tous ces aspects de soupe prébiotique, etc. C'est ce qui m'a un peu plus... Et là, les interrogations, on les trouve, elles sont nombreuses. Là, et elles sont majeures. Ah oui. Parce qu'effectivement, si je comprends bien, avant de parler du vivant, il faut parler du pré-vivant, ou ce qu'on appelle communément le prébiotique. Et au plan chimique, entre autres, et probablement moléculaire, il y a beaucoup de problèmes avant que la première cellule vivante apparaisse. Est-ce que vous pouvez, peut-être Brigitte, tu peux commencer, Oui. nous donner des exemples, nous qui ne connaissons pas nécessairement tout ça, pour comprendre que c'est très compliqué? La théorie dit qu'il y aurait eu un océan avec quelques molécules gazeuses autour, des météorites, des éclairs, enfin des circonstances très très extrêmes, et que ces molécules simples, parce qu'elles avaient de l'énergie autour, se sont organisées pour faire des molécules plus complexes. Alors, pour prouver ça, les scientifiques s'appuient sur l'expérience de Miller, qui date de 1953. Il faut savoir que Miller continue encore aujourd'hui à publier pour démontrer que c'est possible d'avoir dans des conditions de ce genre et continue à changer les réglages et les conditions pour obtenir des molécules simples que nous savons d'ailleurs très bien fabriquer au laboratoire. Ce sont des molécules qu'on sait faire, mais qu'on ne sait pas faire par hasard. On sait faire avec une intelligence humaine et il n'y a pas de problème. Mais le hasard dans ce genre d'expérience n'a toujours pas été prouvé. On continue à chercher. Et les interrogations sur ce thème-là, elles sont vraiment nombreuses. L'expérience de Miller, qui est souvent prise comme exemple par tous les évolutionnistes de la planète, pour dire que voici comment la vie est apparue sur Terre. Alors, c'est un peu rigolo parce que dans l'expérience de Miller, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve quelques bases azotées. On ne retrouve pas tous les acides aminés, mais il manque des éléments majeurs à une cellule. Une cellule, c'est quoi? C'est un organisme, c'est un être vivant qui est séparé de son milieu, qui l'environne. Donc, au début, l'océan. Et cet océan-là, pour qu'il y ait une vie, il faut qu'il y ait une membrane, une espèce de barrière qui sépare l'intérieur de l'extérieur. Et cette membrane-là est faite de gras ou de graisse, des lipides. Et dans l'expérience de Miller, jamais on trouve les lipides. Et même plus loin, pour que quelque chose soit vivant, on est tous d'accord pour dire que ça doit produire des matériaux, ça doit se reproduire, ça doit être comme une espèce d'usine. Et ça demande de l'énergie. Et l'énergie, c'est le sucre qu'il produit. Et dans l'expérience de Miller, jamais on n'a trouvé de sucre. Si je comprends bien, juste pour aider ceux qui nous écoutent à comprendre, c'est comme si on disait avec l'expérience de Miller, il y a des briques qui sont apparues par hasard, mais il n'y a pas de mortier, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de plomberie, il n'y a pas de système de chauffage, il n'y a pas de chambre et de division à l'intérieur de la maison. Ça. Et c'est même, à l'époque de Pasteur, avant Louis Pasteur, on croyait à la génération spontanée. C'est-à-dire qu'on mettait dans un grenier une couverture avec du fromage ou peu importe les recettes et des souris apparaissaient. Oui. On n'avait pas d'explication. Et là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être au niveau à notre niveau de vision, on tombe dans l'infiniment petit et on dit on met des briques ensemble un peu partout et spontanément, il y a la vie qui va apparaître. Justement, en termes de spontanéité, si on prend la probabilité pour que ça arrive, la probabilité, pour avoir un gène de 100 bases, c'est calculé, des mathématiciens le disent, 21 10 puissance moins 160. C'est-à-dire qu'il faudrait 1000 milliards d'essais par seconde pendant 5 milliards d'années pour que ces 100 bases se mettent dans le bon ordre pour faire ce petit bout de gène. Et notre gène à nous, c'est 3,5 milliards de bases. Là, je veux dire, c'est... Donnez-nous la grandeur, là, C'est Brigitte. jeune, Ça prend combien de temps, là, tout ça? Pour 3,5 milliards de bases, mais c'est 1 milliard, 2 milliards d'années. C'est plus long, ça n'est pas dans notre échelle de temps. que l'âge de l'univers, Oui, mais bien selon sûr. la théorie Selon des les explications qu'on en donne. Oui, Hortense. La question qu'on doit se poser également avec l'expérience de Miller, même si on acceptait que Miller approuvait la production des protéines, cela sous-entend qu'on est parti d'une protéine vers la formation de l'ARN et ensuite de l'ARN vers la formation de l'ADN. C'est qui, avec le dogme qui va à l'encontre du dogme de la biologie moléculaire, qui en fait dit qu'on part de l'ADN vers l'ARN et ensuite de l'ARN vers la protéine. Bon, bien sûr, on pourra dire qu'il y a un système de rétrovirus qui permet de partir de l'ARN vers l'ADN, mais on n'a toujours rien qui prouve
qui explique comment on peut partir d'une protéine vers la RN. Hortense, Donc, peux-tu ça va utiliser une en analogie anglais. pour que les gens comprennent bien? L'ADN, supposons que c'est le plan c'est le plan de la maison. Oui. C'est comme si on disait quoi que... OK, donc ce sont les composants, disons qu'on a les briques qui font une maison et on a les composantes de la brique qui seront les protéines. Ce sont les produits finis de l'ADN. L'expression de l'ADN finit par donner des protéines. Donc il faudrait qu'il y ait ADN. Ah, d'accord, c'est Avant que la l'ADN pro- qui fait produire les protéines. Exactement. OK. Il faudrait qu'on ait l'ADN avant que la protéine soit produite. C'est comme si on disait, la voiture produit des gaz carboniques et on utilise les gaz carboniques pour expliquer la voiture. Quelque chose comme ça. Au lieu Voilà. du contraire. Une autre Au lieu image. d'expliquer les gaz carboniques par la voiture. Une autre elle-même. image qui est belle aussi, c'est que c'est comme si on regardait une peinture qui serait les bases azotiques dans l'expérience de Miller, et on regarde, pas qui serait pas on regarde la peinture et on se dit, le peintre qui l'a faite n'est pas encore apparu, il n'est pas encore vivant. OK. C'est exactement la même chose. Donc, On a le produit on fini. regarde l'œuvre en présumant de son créateur et de son histoire et de Exactement. tout. Bon, OK. Disons que au niveau prébiotique, il y a un problème, on pourra en discuter longuement, mais j'ai envie de vous amener sur un autre territoire. Supposons qu'est apparue la fameuse première cellule. Pour qu'elle évolue, encore faut-il qu'il y ait eu mutation génétique. Marcel, il semble que ça aussi c'est un problème, que la mutation génère quelque chose de plus complexe et de plus Tout à fait. fonctionnel. L'évolution, ça veut dire en fait qu'un programme génétique pourrait, de façon naturelle et spontanée, évoluer du simple au complexe, comme si des informations nouvelles pouvaient se rajouter à un programme initial très simple pour que ce programme devienne de plus en plus donc compliqué. Mais ceci est extrêmement gênant parce que les découvertes les plus récentes que l'on a fait dans le domaine de la génétique nous montrent qu'il y a dans nos cellules, non seulement dans les cellules humaines, mais dans les cellules de tous les animaux, de tous les mammifères en particulier, des systèmes qui interdisent la mutation. Et en particulier, il y a dans nos cellules tout un ensemble d'enzymes, tout un ensemble de petites molécules qui sont là pour, en permanence, un petit peu comme un vigile qui surveillerait des locaux, eh bien, il y a des enzymes qui sont en permanence en train de faire la relecture du message et lorsque ces enzymes détectent une anomalie dans le message, eh bien, réparent le message. C'est exactement comme si dans une entreprise, eh bien, il y avait en permanence tout à la fois une équipe de vigiles qui surveille et qui fait appel à une équipe d'ouvriers qui vient faire des réparations À mesure qu'il y a des problèmes au fur et à mesure que les surgissent. problèmes apparaissent. Et ce qui est absolument capital, c'est que lorsque les détériorations dans le programme sont trop importantes et que l'équipe d'ouvriers, en quelque sorte, se trouve débordée et ne peut plus réparer, à ce moment-là, ils font appel à une autre équipe qui va auto-suicider la cellule. Donc, il y a un système tout à la fois d'auto-réparation qui est en activité et qui, lorsqu'il est débordé, fait appel à un système d'autodestruction. C'est en quelque sorte, et de façon un petit peu schématique, la règle, si tu mutes, tu meurs. Les D'accord. mutations ne sont pas possibles. Mais OK. encore plus fort que ça, c'est que si cette fois les gènes de suicide sont touchés, parce que les lésions génétiques arrivent, et si le gène de suicide est touché, cette fois, la cellule se divise, elle devient immortelle. Elle devient quoi en fait? Cancer. Elle devient cancéreuse. Voilà. Donc OK. on a un système de réparation, suicide de la cellule s'il n'y a pas réparation, et s'il y a Ces pas systèmes possibilité de suicidaires ne suicide, marchent pas? suicide de l'organisme Voilà. entier. OK. Donc, OK. Autrement dit, on change d'échelle. Voilà. Change Au d'échelle niveau à de la chaque fois. cellule, ça ne fonctionne pas, De et la bien on amène cellule. le problème à l'échelle de l'organisme De dans son l'organisme. ensemble. Et L'organisme détruit. ce qui est passionnant, en tout cas pour moi en tant que biologiste, c'est une belle description de ce qui arrive, d'un mécanisme qui empêche l'évolution de se faire. Mais essayons, si il y a des enzymes, on peut aller un peu plus loin, s'il y a des mécanismes ou des ouvriers qui sont là pour protéger l'information génétique, c'est que quelque part, elles ont en elles la bonne information, l'information que nous C'est ça. désirons. Il faut que les bien ouvriers, sûr. les réparateurs connaissent Connaissent ce le qu'il faut. plan. Alors, donc, il Absolument. faut qu'on leur ait inculqué entre guillemets, cette connaissance-là. Et donc, ce qui signifie qu'il y a, C'est pas dans banal, l'absolu, il y a un plan parfait Bien sûr. Très duquel intelligent. il ne faut pas dévier. Et si on dévie, on a des mécanismes de protection. Alors, s'il y a un plan parfait, il ne peut pas y avoir évolution. C'est ça. sûr. Puisque, sûr. automatiquement... C'est le réparateur qui doit connaître tout le système qui est chargé de réparer. Sinon, il y a un problème, lui aussi.
Ah, Et on ne peut pas dire... Il en va plus- empirer le système au lieu de Et l'améliorer. en plus, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est apparu en fin d'évolution, puisque c'est chez tous les organismes. Exactement. Donc si Ok, c'est chez tous les C'est organismes, capital. c'est chez l'ancêtre capital. commun. D'accord, Parce que je vous les ramène sur implications- un autre territoire, ok, parce que le temps avance vite, Ok, Marcel, ok, je m'excuse, ok. mais je vais te donner la parole tout de suite là-dessus. Il y a un autre problème. Bon, on a un problème avec la soupe prébiotique qui explique l'origine. Supposons que c'est le miracle qui est arrivé, que ça surgit. Les cellules apparaissent avec tout le bagage génétique. Il y a des gènes de réparation ou d'autodestruction si ça ne fonctionne pas. Supposons qu'il y a quelque chose là qui fait en sorte que ça, malgré tout, ça évolue dans le bon sens. Il y a un autre problème, semble-t-il, c'est ce fameux Non, problème attends, de coévolution. Je t'arrête, Oui. je t'arrête, parce que ça n'évolue jamais dans le bon sens. OK. Les mutations génétiques existent, parce qu'elles se produisent au niveau de cellules très particulières que sont nos cellules sexuelles. Les spermatozoïdes et les ovules sont des cellules très particulières qui ne contiennent que la moitié du programme génétique et qui ne bénéficient pas de ce système d'autoprotection. Donc lorsque dans une lignée apparaît un mutant, eh bien, la mutation s'est produite au niveau des cellules sexuelles. Mais que sont ces mutants? Parce que le cas habituel, c'est de dire, oui, la drosophile, Drosophila melanogaster, on connaît des centaines de mutations de la drosophile. On connaît des drosophiles qui ont 6 ailes, qui ont 4 thorax. c'est une qui ont mouche, 12. la drosophile, C'est une hein? mouche, oui. Et donc, Ok. on sait artificiellement provoquer des mutations chez la mouche. Et on sait faire des mouches monstrueuses. Mais de quoi s'agit-il? Il s'agit non pas d'une information complémentaire qui était apportée au programme génétique, mais il s'agit d'une perturbation dans le programme. Quand on parle Donc, d'évolution, on n'améliore pas. on détruit. On détruit. Et d'ailleurs, l'exemple le plus marquant est que dans l'espèce humaine, on connaît à peu près 3000 mutations génétiques qui sont toutes à l'origine de maladies génétiques. Je te donnerai quelques noms comme ça au passage, des maladies comme l'anémie falciforme, comme le diabète, comme la sclérose en plaques, sont des maladies génétiques, c'est-à-dire des maladies qui se manifestent au niveau du programme génétique où un segment ne porte pas la bonne information. Moi, j'aime Ok. bien faire une analogie Oui. par rapport à ça. C'est de dire, pour moi, la mutation par hasard, c'est comme quand on a une belle usine et puis on met un attardé mental devant une machine, il appuie sur un bouton et la machine marche mieux. Ça, c'est le hasard. Alors imaginez que vous remplaciez tous vos ouvriers par des attardés mentaux. Il est évident que l'usine, elle est détruite avant d'être améliorée. Ouais. Je voudrais quand même, oui, c'est super, et je voudrais aussi qu'on parle, malgré tout, parce que dans le domaine chez les évolutionnistes, il y a un concept qui est très en vogue, si on peut dire, qui est le concept de coévolution. Ils sont obligés d'admettre que les systèmes évoluent non pas dans une chaîne continue, mais en parallèle, pour que les uns s'adaptent en fonction des autres. Hortense, Dodo, qu'est-ce que tu dirais par rapport... C'est quoi le problème de coévolution? OK. Le problème de coévolution spécifie, par exemple, qu'il faudrait que plusieurs organismes évoluent en même temps. Et on sait que dans un écosystème donné, les espèces sont dépendantes, sont interdépendantes. Alors, je prends par exemple l'exemple de l'orchidée qui a besoin, pour survivre, pour se reproduire, d'être pollinisée par une abeille. OK. OK. Alors, cela sous-entend que l'abeille évolue en même temps que l'orchidée, de sorte qu'elle puisse se nourrir Du pollen, du pollen pour aller le porter ailleurs. et que la plante également puisse survivre du fait que l'abeille existe. Elles se reproduisent. Il Ok. existe de nombreux Ça tient un peu exemples du comme Donc, miracle. ça. c'est problématique, ça. Bien. Ça tient un peu du Juste miracle. pour faire un petit peu d'humour, il y a un exemple très amusant qui concerne les rapaces et les rongeurs. Ouais. Vous savez que les Le rapaces pipi sont- de souris, Le quoi. pipi de souris, voilà, Ok. on y le pipi de souris. Donc les rapaces sont de grands consommateurs de rongeurs. Mais un rongeur, c'est une petite souris, un mulot, c'est tout petit. C'est pas du tout évident de repérer un petit mulot qui se balade comme ça dans l'herbe ou dans la forêt. Dans la brousse. Eh bien, les rongeurs ont une particularité, c'est que dans leur urine, il y a un marqueur qui est sensible aux ultraviolets. Et il y a une adaptation au niveau des rapaces qui ont une vision qui n'est pas exactement la même que la nôtre. Leurs cellules rétiniennes ont une sensibilité dans l'ultraviolet. Ça veut dire que le pipi de souris, éclairé par la lumière du soleil, a une fluorescence tout à fait particulière qui est détectable par le rapace. Et le rapace, donc, peut repérer les endroits où il y a des souris et aller les manger. Alors, Ça que ressemble manger? Il y a au- le problème, aux parce que les fameuses- oiseaux, dans l'échelle évolutionniste, les oiseaux apparaissent bien avant les mammifères. Mhm. Alors, à l'époque où il y avait des rapaces, mais pas encore de mammifères,
De quoi Problème. se nourrissent? Problème. Ouais, Il y a des tas d'exemples. Là, je crois comme que là, ça. il Bon. suffit de regarder les chaînes de télévision, on a des exemples sans arrêt, la bouffe du foie, etc. Il y en a Sans sans la- arrêt. peut en Vous avez citer. raison, C'est c'est un ça. bon Comme vous le exemple. dites, on allume notre poste de télé sur une chaîne scientifique ou Constamment. vulgarisation scientifique et on voit Constamment. toute une complexité de systèmes qui interagissent ensemble. Et Bon. c'est ça qui est étonnant, Alors- c'est que finalement, les gens ne se posent pas de questions. Bon, voilà, on C'est va en ça. poser, nous, des Eh questions, oui, eh parce oui. que, justement, les évolutionnistes, en principe, doivent connaître tous ces problèmes-là qu'on est en train de soulever, mais continuent de s'acharner, entre guillemets, à défendre la thèse évolutionniste. Peut-être que c'est parce qu'ils n'ont pas d'alternative. Moi, je vous pose une question maintenant, un peu d'ordre méthodologique, et on y reviendra à la méthodologie utilisée. L'élément sur lequel se base beaucoup l'évolution, c'est sur les observations d'ordre paléontologique, c'est-à-dire les fossiles qui partent des organismes simples vers les organismes de plus en plus complexes, qui semblent tracer le plan de l'évolution. Moi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'ils ont négligé d'autres éléments d'observation? Pourquoi, par exemple, les scientifiques ne s'intéresseraient-ils pas aux traces archéologiques? Et s'ils s'y intéressaient, qu'est-ce qu'on découvrirait dans l'archéologie? Je pense, par exemple, aux pyramides, aux statues de l'île de Pâques ou aux vestiges dans le Pérou, dans l'Himalaya, un peu partout dans le monde, où il y a beaucoup d'informations qui laissent entendre qu'il y a quelque chose d'autre que l'évolution qui s'est produite sur notre planète depuis notre début de notre histoire. Oui, Marc. Ce qui est intéressant, pour un scientifique, le plus important, ce qui nourrit un scientifique, ce qui nourrit pas juste un scientifique, mais la science, c'est l'information, ce sont les données qui nous proviennent du monde extérieur. Et qu'ont fait les évolutionnistes depuis 150 ans, c'est qu'ils ont pris les données provenant que d'un phénomène, La paléontologie. La paléontologie. Et qu'est-ce qu'ils disent sur les livres religieux? Qu'est-ce qu'ils disent à propos des traces archéologiques? Des traces archéologiques, merci. C'est du mythe, c'est du folklore. Mais pour moi, en tant que scientifique, oui, bien sûr que j'accepte les données paléontologiques, je regarde ce qui se passe en essayant de comprendre que les fossiles, ça donne une certaine connaissance, mais c'est parcellaire comme connaissance. Il faut aller chercher ce qu'on nous dit dans Il me les semble que écologies. comme scientifique, avant de rejeter une donnée ou avant de rejeter des informations, il faut les justifier. Eux, la justification qu'ils donnent pour rejeter toutes les traces archéologiques, c'est de dire c'est du folklore. Mais qu'est-ce qui nous révèle ces traces archéologiques, Hortense? Oui, mais en fait, ce qui est amusant également, c'est que ce sont ces mêmes scientifiques qui, du lundi au vendredi, sont scientifiques, donc croient à la théorie de l'évolution. Mais du samedi, dimanche, pendant le week-end, ils se tournent en créationnistes. Ils croient en Dieu, ils croient en ces folklores. Ils mangent le corps du Christ, Voilà. et ils se marient devant l'Église. Alors, Et ils baptisent leurs enfants. exactement. Alors, il faudrait qu'on se pose la question, essayer d'imaginer, par exemple, qu'est-ce que ça se fait dans la tête de quelqu'un d'avoir ces conflits perpétuels dans une semaine donnée entre un folklore, un dieu et la théorie de l'évolution, deux théories qui sont totalement, qui ne vont pas ensemble. Et c'est vrai qu'on peut piocher les livres, on peut piocher tous les mythes et légendes. En fait, il y a des traces dans toutes les civilisations, sur tous les continents, des traces de passage d'êtres célestes, cosmiques, etc., qui sont toujours plusieurs. Au niveau archéologique, mais aussi dans les écrits. Et dans les Dans les écrits religieux, on parle. Marcel? Il y a d'ailleurs un grand mystère, c'est que lorsque l'on s'intéresse à l'histoire des hommes, on s'aperçoit qu'au tout début du 4e millénaire, il y a eu une explosion de la connaissance. C'est de façon concomitante qu'au tout début du 4e millénaire, on voit se développer de grandes civilisations en Égypte, en Mésopotamie, dans l'Indus, et en un espace de temps extrêmement court, quelques dizaines d'années, quelques siècles tout au plus, on voit apparaître tout à la fois l'élevage, la culture, l'irrigation, la métallurgie du bronze, la métallurgie du fer, on voit apparaître la céramique, on voit apparaître la cuisson de la brique, et de façon extrêmement brutale, on voit apparaître la construction mégalithique. On voit, au tout début du 4e millénaire, on voit apparaître des constructions qui sont les pyramides en Égypte, avec l'équivalent qui s'appelle les ziggourats en Mésopotamie, et donc cela relève d'une technologie extrêmement sophistiquée. Comment admettre Non que des terrestre, hommes, à ton avis. mais comment admettre que des hommes qui précédemment vivaient dans des cavernes et allaient chasser le roc avec des haches en pierre ont brutalement acquis une technologie qui leur permet de construire des monuments que nous-mêmes aujourd'hui ne saurions pas construire. Et c'est là, En différents endroits. c'est là que c'est En intéressant différents endroits. de faire des liens
en n'étant pas parcellaire dans l'information qui nous Bien provient sûr. du monde extérieur et d'aller chercher, par exemple, dans les écrits religieux, on voit des traces de contact avec des civilisations plus avancées que nous au niveau technologique qui peuvent nous Mais expliquer. pour en rester à des exemples très concrets et très techniques, on a découvert, par exemple, il y a quelques dizaines d'années, on a découvert en Amérique centrale et en Amérique du Sud des masques en platine qui avaient la particularité d'être des masques qui avaient été fabriqués par des techniques de fusion. C'est-à-dire que le platine est un métal, si on le chauffe, je crois que c'est 1650 degrés, si on le chauffe, on le fait fondre, et puis on peut donc fondre des objets. Mais cette température de fusion du platine est une température que nous n'avons su atteindre que de façon extrêmement récente. Comment ont-on chauffé le minerai de platine pour le faire fondre? Oui. Et il y a comme ça des exemples technologiques Plein très d'exemples. nombreux. Mais si on revient avec la problématique des origines de la vie, les traces paléontologiques nous montrent qu'il y a eu évolution, non pas nécessairement par hasard, mais en tout cas dans la complexité. Exactement. On est d'accord là-dessus. Les traces archéologiques nous montrent, elles, qu'il y a possiblement eu intervention de civilisations extraterrestres. Et les écrits religieux, eux, nous expliquent Bien sûr. par des textes consignés un peu partout dans le monde qu'il y a eu origine, qui nous dit que les origines de la vie sont l'œuvre d'une création. On a dit que c'était un Dieu. Maintenant, quand on commence à comprendre le langage, on comprend, par exemple, que Elohim veut dire ceux qui sont venus du ciel et non pas Dieu. Donc, on peut comprendre qu'on parle dans ces textes-là des gens venus d'une autre planète. Comment peut-on porter un regard scientifique et non pas mythologique ou mystique ou surnaturaliste sur des explications qui nous disent que la vie aurait pu être l'objet d'une création scientifique en laboratoire et non pas le fruit d'une évolution hasardeuse et non pas le fruit d'un Dieu surnaturel? Brigitte. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, la science nous donne finalement les éléments qu'il faut pour ça. Parce que quand on regarde bien, par exemple au Canada, il y a des équipes qui aujourd'hui savent reproduire à partir d'une cellule saine, savent reproduire des organes. Hein, on sait reproduire, c'est déjà connu, la peau, mais l'épiderme. Mais aujourd'hui, on commence à faire l'épiderme et le derme. C'est extraordinaire. On sait faire des vaisseaux sanguins. Dans 2 ans, ça va être testé cliniquement. On sait faire des alvéoles de poumon. Le MIT, aujourd'hui, est en train de travailler sur l'idée, je prends une cellule de foie et je reconstruis un foie entier. Si on se reporte dans 50 ans, dans 100 ans, mais qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer, puisqu'on fait organe par organe, de refaire un homme à partir d'une cellule? La maîtrise de la création, ça n'est pas impossible dans une perspective de quelques centaines de d'années. quelques décennies. De quelques décennies, en fait. Et même, parallèlement à ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette technologie-là qui avance, mais il y a aussi la technologie pour voyager dans l'espace qui augmente. Il y a des projets d'aller sur d'autres planètes, comme sur Mars, et créer l'atmosphère et importer la vie. Alors, parallèlement, il y a tout l'aspect génétique, l'aspect des manipulations génétiques ou de la compréhension des mécanismes qui gèrent l'information génétique avec l'informatique qui grandissent en même temps. Et parallèlement, il y a la technologie pour voyager dans l'espace qui augmente, qui grandit en même temps. Donc, ça nous amène à concevoir ou à imaginer qu'on puisse partir avec nos techniques de création en laboratoire, nos méthodes et nos moyens pour voyager dans l'espace et éventuellement aller créer la vie sur une autre planète, comme possiblement ça s'est produit. Et il y a des programmes aujourd'hui, ce qu'on appelle de vie artificielle. Il y a une nouvelle discipline qui s'est créée il y a à peu près 4 ou 5 ans, de vie artificielle, où des gens réfléchissent en se disant, tiens, et si on faisait une vie qui soit plutôt qu'elle soit à base de carbone, qu'elle soit à base de silicium? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des êtres vivants qui vivraient dans une atmosphère d'hydrogène sulfuré, etc. Et c'est faisable parce qu'en plus, en même temps, se développe ce que j'appellerais de l'engineering moléculaire, biologique. La robotique biologique, c'est aujourd'hui, il y a des êtres vivants que l'on modifie génétiquement pour qu'ils nous produisent les produits chimiques qu'on a envie de faire. En fait, je pense qu'une fois qu'on aurait compris le génome humain, une fois que le projet de génome humain sera complété, un projet sur lequel travaillent plusieurs laboratoires un peu partout dans le monde, cela montre son importance. Une fois qu'on aura compris ça, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas fabriquer, que les scientifiques ne soient pas à même de fabriquer un être humain. Ça m'amène à vous parler d'une chose qui est un problème en sciences fondamental. Lorsqu'on aborde une question sous l'angle de la
sous un angle scientifique, on s'intéresse, il faut absolument faire usage d'une méthodologie scientifique rigoureuse. Or, la méthode utilisée par les évolutionnistes est une méthode d'observation qu'on dit ex post facto, c'est-à-dire après le fait, parce que personne n'a observé l'évolution. Est-ce que, et donc, qui dit méthode d'observation d'abord ne peut pas expliquer les causes des phénomènes observés, d'une part, et d'autre part, ex post facto, ça affaiblit beaucoup parce qu'on ne la voit même pas, le problème se dérouler sous nos yeux. On est obligé de spéculer a posteriori. Ceci dit, c'est pas solide comme méthodologie, la méthodologie des scientifiques évolutionnistes. Maintenant, on sait que la seule et unique méthode dans tout le répertoire des méthodologies scientifiques qui peut expliquer les causes des phénomènes, c'est la méthode expérimentale. Il me semble, en vous écoutant, que la création scientifique en laboratoire par des hommes, comme on est en train de le faire, vient résoudre un problème méthodologique en plus de tout répondre à ces failles qui nous disent, parce que le résumé des failles de tout à l'heure, c'est qu'il y a une intelligence derrière ça. Tout à fait. Et si on ne veut pas être déiste et mystique, il faut quand même que l'intelligence en question soit supportée par un corps physique et qui doit venir de quelque part. Donc, et ce que tu dis, Daniel, est important parce que la méthodologie, c'est l'élément primordial. C'est là-dessus que, même si on fait les plus grandes découvertes, si la méthodologie employée n'est pas bonne, on jette la découverte, ça veut rien dire. Et c'est là que la théorie de la création scientifique est puissante. Parce que, de un, on peut l'expérimenter. Aujourd'hui, Brigitte le très bien Elle est dit, reproductible. on peut la reproduire en laboratoire. Hyper reproductible. On n'est pas encore capable de créer un être humain en laboratoire. Mais on crée déjà des plantes. De manipuler, bien sûr, les plantes. On crée déjà des plantes à partir d'une cellule. On est capable de voyager dans l'espace. Et qu'est-ce qui fait... On est capable, excuse Marc, de complexifier notre création aussi. On est capable de la complexifier. Mais l'expérimentation, ce n'est pas la seule force d'une théorie. Il faut pouvoir faire des observations, les observations que nous faisons, que notre théorie les explique, ces observations-là. Et la théorie de la création scientifique explique toutes les lacunes. Oui. Elle explique les processus d'adaptation, elle explique la sélection naturelle, qui sont deux éléments comme fondamentaux dans la théorie d'évolution, mais qui se feraient comme, par exemple, tout seul ou de façon hasardeuse. Alors que là, on sait très bien que s'il y a quelque chose derrière qui a programmé le système pour qu'il s'adapte et qu'il se sélectionne son environnement ou ses comportements en rapport avec son environnement, c'est déjà quelque chose. Ça explique les chaînes manquantes. Et non seulement ça, chez les évolutionnistes, c'est formidable, parce que là, on a parlé un peu, la façon qu'on a parlé de l'évolutionnisme, c'est ce qu'on appelle le gradualisme, c'est-à-dire que l'évolution se fait lentement. Mais il y a toute une autre école de pensée qui regarde les fossiles, qui se dit, ça n'a pas de bon sens. En quelques dizaines d'années ou en quelques centenaires, selon leur méthode de datation, la vie, on est passé d'un monde invertébré à un monde vertébré. Alors, ils ont dit que l'évolution n'apparaît pas de façon continue, graduelle, mais par saut. On appelle ça la théorie saltationniste ou saltatoire. Alors, dans notre hypothèse de création scientifique, non seulement nous, on peut expliquer, on peut conseiller l'observation du gradualisme, mais on peut expliquer aussi l'observation de la saltation, ou de l'évolution par saut. Et ça, c'est formidable de pouvoir... Une théorie qui prend les observations, qui les unifie et qui est capable de les expliquer, c'est une théorie qui est très puissante. Et pour vous, la création scientifique est une théorie qui est assez puissante pour expliquer toutes ces failles, c'est la que Marcel. Tout à fait. Mais je crois que sans partir dans une argumentation très technique, il y a des arguments de bon sens, vraiment, qui sont à la portée de la compréhension de chacun d'entre nous. C'est que si l'évolution existait, nous devrions être entourés de formes de vie portant des ébauches de membres dont on ne saurait pas exactement à quoi ils vont servir. Des mutants. Donc des organes en cours de formation pour lesquels nous ne pourrions pas encore connaître la fonction. Actuellement, vous voulez dire, Marcel, qu'on en verrait là, devant. Oui, mais une question. Un autre argument qui est un argument très intuitif, c'est pourquoi la vie est-elle harmonieuse? Toutes les formes de vie que nous regardons... Pourquoi l'esthétique? Exactement. Pourquoi la beauté? Pourquoi l'esthétique et pourquoi la beauté? Oui, mais une question encore plus simple pour ajouter à ce que tu dis. Pourquoi, dans toutes les espèces, on a deux sexes? Pourquoi femelle et mâle? Aussi. Pourquoi? I mean, si c'est au hasard, on devrait avoir toutes sortes de... Pourquoi est-ce qu'à tous les niveaux, on a forcément... des modes de reproduction les plus divers. Les mêmes. À la limite, c'est des questions qui sont très naïves, mais qu'on ne se pose pas. Pourquoi la créativité? Pourquoi le plaisir?
pourquoi les désirs les plus fous des êtres humains et des animaux qui font leur danse lorsqu'ils sont en période de reproduction, etc. Donc, et pourquoi cette volonté de créer aussi? Oui, parce que c'est l'expression d'une sensibilité, c'est l'expression d'une intelligence qui a pu tout à la fois utiliser sa créativité et surtout des technologies pour développer toutes les formes de vie que nous connaissons. Les formes de vie que nous connaissons sont un champ d'harmonie, d'artistes qui ont créé. Donc, si on amène comme possibilité qu'on a été créé scientifiquement, ça voudrait donc dire qu'il y a plusieurs personnes actuellement sur Terre qui proclament, sans être nécessairement des scientifiques ou des personnes de laboratoire comme vous l'êtes vous, mais qui sont des penseurs ou par exemple, Zecharia Sitchin ou d'autres personnes qui sont arrivées aux mêmes conclusions. Il y en a plein d'auteurs. Mais même parmi les généticiens, il y a des références intellectuelles de gens qui savent et qui disent que l'évolution est quelque chose d'impossible. Quelqu'un comme Crick, qui a eu le prix Nobel en 1953 pour la découverte de la structure de l'ADN, a fait de très nombreuses publications où il dit qu'il y a un problème, l'évolution, ça ne tient pas. Mais des gens comme Crick, il y en a très nombreux. Il y a des gens comme... Pour ajouter à Crick, I'm sorry, vas-y. En Italie, on a des gens comme Sermonti. En France, on a quelqu'un comme Cohen. Il y en a plusieurs. Oui, mais Crick va un peu plus loin. Il va même ajouter que la vie sur Terre have been seeded, c'est-à-dire a été ensemencée. Par qui? Et c'est le père, Crick est considéré comme être le père de la biologie moléculaire, de tout ce qui explique tous les phénomènes de biologie moléculaire en ce moment. Et lui, il arrive à la conclusion que la vie sur Terre n'a pu qu'être ensemencée. C'est formidable. Crick dit ça, il y en a d'autres qui le disent aussi. Bien sûr. Et ce que tu disais, Brigitte, il y a un instant aussi, c'est qu'on est en train, dans nos laboratoires, de fabriquer des trucs tout à fait extraordinaires. Tout à fait extraordinaires. Et je crois que si on prend un peu de recul et qu'on regarde notre société comme elle évolue, en même temps que les maladies se réduisent, qu'on va savoir recréer des organes, on maîtrise de plus en plus aussi le vieillissement. On va avoir dans quelques années un problème de surpopulation évident. D'accord ? Oui. Et comment est-ce qu'on va traiter ce problème de surpopulation dans un siècle ou deux ? Est-ce qu'on ne va pas être tenté, parce qu'on justement on va pouvoir quitter notre système solaire, est-ce qu'on ne va pas être tenté de s'envoler et puis d'aller voir une autre planète et puis essayer d'y localiser un peu nos activités polluantes ? La transplantation d'une colonie terrestre sur une autre planète n'est pas simplement un jeu spéculatif pour intellectuels. Il y a des projets qui investissent des centaines de millions de dollars là-dessus. Et on connaît tous l'expérience qui a été menée avec Biosphère. Biosphère est cette expérience qui a été menée en Arizona pour réunir toutes les conditions dans une serre pour que la vie puisse survivre et se développer en milieu fermé. C'est en quelque sorte le Se développer par hasard ou développer parce qu'on l'insère? Bien sûr. Donc, s'il n'y a pas une intelligence, s'il n'y a pas une volonté, ça ne peut pas se faire. Donc il y a des projets qui mobilisent des budgets énormes en vue de la transplantation de la vie sur d'autres planètes. Le terraforming est devenu un sujet sur lequel il y a des centaines de publications dans la presse scientifique. Ce qui me fait rigoler en vous écoutant, je pense à ce pauvre Miller qui est dans ses expériences depuis 30 ans, qui essaie de faire apparaître des rudiments de vie et en est encore à des acides aminés. Et que ce qui est drôle, c'est qu'il y a comme une myopie intellectuelle ou scientifique dans son cas et dans le cas de plusieurs comme lui, parce qu'aux côtés de lui, dans le laboratoire voisin, probablement dans le département ou la porte voisine dans son centre de recherche, il y en a qui sont pratiquement en train de créer des cellules vivantes, donc des êtres intelligents qui travaillent alors que l'autre se bat. Et c'est là la beauté de la théorie de la création scientifique. C'est que, enfin, les scientifiques partout sur la planète, tu le disais tantôt, pourquoi la créativité? Pourquoi la recherche? Qu'est-ce qui nous pousse, c'est intéressant, en tant qu'être humain, à passer des années de notre vie dans des laboratoires, à essayer de comprendre une parcelle de choses? C'est quoi ta réponse? Moi, ma réponse, c'est qu'en nous, c'est inscrit en nous. On veut partir sur notre planète, on veut devenir des créateurs. Et la théorie de création scientifique donne enfin une direction à toutes ces recherches-là, à toutes les recherches, et donne un but ultime. C'est qu'on devienne nous-mêmes des gens qui partons sur notre planète. Pour aller faire la même chose qui s'est produit avec nous. Et on sera des créateurs un jour. Tout à fait. Mais il est capital de se débarrasser du concept évolutionniste qui constitue une véritable pollution intellectuelle. Ayons conscience des ravages qu'ont fait les théories évolutionnistes. C'est sur le discours de Darwin que se sont appuyés des gens comme Marx, comme Hegel, comme Hitler,
comme Staline, Ah de oui. tous ces gens qui prétendent qu'il y a une compétition entre les espèces ou éventuellement qu'il est sélection et possible qu'on peut de l'accélérer. créer l'homme nouveau. Et ça débouche sur Pol Pot qui massacre des millions de gens, ça débouche sur Staline et le Goulag, ça débouche sur Hitler et le camp avec de son concentration. hygiène raciale. Et je dois Le avouer concept que... évolutionniste est une véritable pollution intellectuelle dont il faut se débarrasser. Oui, c'est et en je même dois temps- avouer, étant africaine, le concept de l'évolution, de la théorie de l'évolution, c'est une théorie très raciste en fait, parce qu'elle suppose que la première oui. création humaine était noire et il y a eu évolution, donc une amélioration vers la race blanche. Ouais. Oui, Mais ouais. c'est qui ne tient pas. c'est Alors, complètement c'est totalement... fou. ça Ça ne n'a fait aucun pas de sens. Donc, en d'autres Ça termes, supposerait qu'on a accepté que déjà les Noirs sont vraiment génétiquement inférieurs aux Blancs, ce qui n'a pas Exact. encore été prouvé. si je refais encore un lien, il y a des traces un peu partout qui laissent entendre qu'on a été créé scientifiquement. Donc, c'est expliqué dans les écrits religieux. On a été visité par des êtres venus d'une autre planète, comme les traces archéologiques nous le démontrent. La vie s'est complexifiée, non pas par hasard, mais à l'aide d'une intelligence. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore concevoir qu'ils puissent, ces êtres qui nous ont créés scientifiquement, entrer en contact avec nous par l'intermédiaire de personnes comme, par exemple, Raël? Bien sûr. Mais puisque tu fais allusion à des visiteurs venus de l'extérieur, il y a actuellement, parmi nos contemporains, des millions de personnes qui, un jour ou l'autre de leur vie, ont été les témoins du passage d'une petite lumière dans la nuit, ou éventuellement même de visions très proches, très rapprochées d'un objet venu du ciel. Et il y a un élément qui est très fort, c'est pourquoi ces gens qui nous visitent ne nous contactent-ils pas de façon directe et de façon globale? Mais le fait qu'ils se manifestent de façon aussi fréquente, eh bien, est en fait un indice qu'ils attendent quelque chose de nous. À plusieurs reprises au cours de l'histoire, ils ont eu des contacts avec les hommes. Et de façon contemporaine, ils ont eu un contact avec un homme particulier qui est Claude Vorilhon. Mais en dehors de ce contact Ils se manifestent. au cours duquel il y a eu un échange d'informations, il y a eu un message qui a été mis à disposition de l'humanité entière, les manifestations quotidiennes qui peuvent être vues par chacun d'entre nous est en fait un signal extrêmement fort. C'est qu'ils attendent quelque chose de nous. Nous vivons dans une société qui est complètement imprégnée du concept que l'étranger est dangereux. Oui. On Et le le voit concept- encore avec le film Mais Indépendance. oui, bien sûr. les envahisseurs, c'est Et ça, la c'est- projection des fantasmes. Encore là, humains. c'est pas je dirais pas un hasard, mais c'est pas un trip de réalisateur hollywoodien. Il Absolument. semble qu'il y avoir quelque chose derrière ça C'est- pour c'est nous notre- créer une part. ouais. Bien, alors la théorie d'évolution non seulement amène des questions et des problèmes en matière d'explication des origines de la vie, mais il semble aussi qu'elle a des répercussions sur, disons, le fonctionnement de notre société. Marcel, tu nous disais tout à l'heure que la théorie de l'évolution, c'était pas simplement problématique au plan scientifique, mais aussi au plan social. Tout à fait. Et les théories évolutionnistes ont provoqué de véritables catastrophes. De façon un peu schématique, on peut dire que les théories évolutionnistes sont une véritable pollution intellectuelle. Si on se replace dans le contexte de l'époque où Darwin a développé ses idées, c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, on s'aperçoit que c'est à peu près à cette époque-là qu'ont vécu quelques grands philosophes qui ont considérablement influencé l'humanité entière. Karl Marx était un contemporain de Darwin. Hegel était également un contemporain de Darwin. Et c'est sur des gens comme Marx ou Hegel que se sont appuyées des philosophies totalement perverses, telles que le marxisme, avec Staline et le Goulag, ou Hitler, avec les camps de concentration. L'idée que les sociétés sont en compétition les unes par rapport aux autres débouche sur l'affrontement de ces sociétés. L'idée qu'il est possible de modifier l'homme débouche sur les théories de Lysenko, par exemple, qui disait qu'il est possible de modifier l'homme non seulement dans sa façon de penser, mais dans son comportement, si on exerce une pression suffisamment forte sur lui. Et ça débouche sur des catastrophes. L'exemple le plus récent, c'est Pol Pot, au Cambodge.
qui a massacré la moitié de sa population au nom de la création d'un homme nouveau. Il y a de véritables perversions sociologiques à travers l'application de façon inconsidérée des théories évolutionnistes. De la même façon, la théorie de l'évolution, en fait, conditionne toute l'humanité vers le racisme, parce qu'elle sous-entend que, puisque dans la théorie, on dit que les premiers êtres humains étaient les Noirs qui ont ensuite évolué à travers les différentes races, et la dernière race qui est au bout du chaînon de l'évolution, c'est la race blanche. Ça sous-entend que s'il y a évolution, il y a amélioration. Donc, il y a forcément une amélioration depuis le noir vers le blanc. Bon, il n'y a rien qui prouve scientifiquement, et c'est très dangereux, c'est très dangereux. Et c'est pour ça que le problème du racisme est encore persistant dans nos sociétés. Alors, je me dis que si on réussit à détraquer cette théorie de l'évolution, peut-être qu'on peut espérer que le problème du racisme ne va plus exister, c'est qu'il faut. Avec justement cette théorie de la création dans l'abondance de la diversité et de la différence, qui est l'essence même de ce qui nous entoure aujourd'hui, quels que soient les êtres vivants que l'on croise et aussi les êtres humains. Iriez-vous jusqu'à dire, je peux poser la question peut-être à Marcel ou à d'autres, iriez-vous jusqu'à dire que la théorie de l'évolution conditionne les sociétés à l'intolérance? Bien sûr, bien sûr. Le plus bel exemple de cette perversion qu'il y aurait une hiérarchie entre les races, eh bien c'est ce qui s'est passé en Yougoslavie, où on a vu les Serbes au nom de la purification ethnique, c'était la folie, purification ethnique, comme s'il y avait des races impures, donc on a vu les Serbes se mettre à massacrer les Bosniaques. C'est totalement pervers, il n'y a pas de race impure. C'est faux. Et un point fort que Brigitte a survolé de la théorie créationniste, c'est que qu'est-ce que les extraterrestres qui nous ont créés dans cette théorie-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est que toutes les races qui existent sur Terre sont des représentants des races de leur planète. Alors là, on n'arrive plus à une race inférieure qui a évolué vers une race supérieure, de la race noire à la race blanche, mais que toutes les couleurs de peau et que toutes les races qui existent sur Terre sont égales puisqu'elles ont été créées en même temps par des gens qui ont juste une caractéristique, c'est juste une pigmentation différente. À l'intérieur, le cerveau est le même. Et c'est ça qui est formidable et c'est ça qui vient court-circuiter tout le danger de l'évolutionnisme. C'est cette capacité, et Brigitte le disait bien, de comprendre que le monde est diversifié et que cette diversité ne vient pas... C'est là qu'est notre richesse. Et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Non seulement il existe des nuances au sein des groupes ethniques, mais ces nuances existent également au niveau individuel. Nous sommes tous différents. Mais quelle tristesse, imaginons un petit peu une société où nous serions tous comme un stéréotype identique les uns aux autres, comme dans une fourmilière. Quelle tristesse! La différence, c'est la possibilité d'échanger, c'est la possibilité de s'enrichir. Il n'y a pas de progrès sans cet échange dans la différence. Oui. Puis avez-vous remarqué aussi que lorsqu'on parle de civilisation extraterrestre, par exemple au cinéma, on nous montre soit les extraterrestres, sauf quelques exceptions, et je fais référence à Spielberg, mais généralement on nous montre les extraterrestres soit comme des envahisseurs stupides, ou soit comme des bébites bizarres. Mais rarement, exceptionnellement, comme des gens beaux, sains et harmonieux, et qui ont une vision complètement différente des rapports humains. Parce que les romans et les films sont des œuvres de création où le créateur ou l'écrivain projette ses fantasmes. Et donc ces films d'imagination sont un petit peu le reflet de toutes les perversions de l'humanité actuelle. Nous avons l'habitude de nous enfermer dans des frontières défendues par des armées, et bien évidemment l'étranger qui vient ne peut être qu'un envahisseur dangereux. Eh bien nous projetons ce schéma sur l'espace, et tout visiteur extérieur est a priori quelqu'un de considéré comme extrêmement suspect. Et ça va jusqu'à ce qui se passe actuellement au moment où on se parle. Les records du box-office sont battus, mais balayés du revers de la main par un film qui nous montre que des êtres qui viennent d'une autre planète viennent détruire la Terre gratuitement, sans aucun motif valable. Oui. Alors que j'ai envie de dire que cette solution créationniste, tu parlais de désespoir tout à l'heure, eh bien, elle apporte l'espoir. L'espoir qu'enfin, l'humanité va se préoccuper de la chose la plus importante, qui est l'être humain. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est l'argent, c'est l'économie. Non, l'être humain n'est pas au centre des préoccupations de l'humanité et des gens qui la dirigent. Et
justement, cette création, le fait d'avoir eu une abondance dans la diversité, etc., va recentrer enfin l'humanité sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire l'être humain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un enfant toutes les 10 minutes qui est maltraité, qui meurt par malnutrition. Est-ce que c'est acceptable? Sans compter tous ceux qui meurent parce qu'ils ont été battus par leurs parents ou par les adultes supposément étaient là pour les éduquer et qui les maltraitent. Et les suicides. Et le suicide. Première cause de mortalité dans les pays. Donc le suicide des gamins est quand même la preuve que nous sommes incapables de donner de l'espoir aux jeunes. Mais je crois qu'il faut arrêter de fantasmer sur l'éventuel danger que pourrait courir l'humanité lors d'un contact extraterrestre. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Il y a une règle qui est une règle de bon sens. Quand on voyage dans les espaces intersidéraux, eh bien, c'est qu'on a maîtrisé des énergies d'une puissance absolument colossale, très au-delà des énergies que nous connaissons aujourd'hui. Et si ces gens étaient dangereux, s'ils avaient un niveau d'agressivité très élevé, il est évident qu'ils se seraient auto-détruits. Donc, avec ces énergies. Avec ces énergies. Donc le simple fait que ces gens puissent se déplacer dans l'espace est en quelque sorte la preuve indirecte que non seulement ils maîtrisent des énergies, mais surtout ils maîtrisent leur agressivité. Alors arrêtons de les considérer comme des gens dangereux. Arrêtons d'envoyer les F-16 ou des avions ou des chars d'assaut chaque fois qu'il y a un contact. Comme ça s'est passé en Belgique il y a quelques années. Ouais, on voit apparaître une soucoupe volante dans un radar et on alerte on envoie la chasse. F-18. Mais on est fou, c'est faire n'importe quoi. C'est vrai, c'est idiot quoi. Je relisais récemment une anecdote. C'était au XIIe siècle après Jésus-Christ. Au Japon, les gardes de l'armée de l'empereur ont vu des lumières dans le ciel qui se baladaient, qui tournoyaient, etc. C'est très beau. Ils ont fait un rapport et l'empereur a demandé une enquête. Et l'enquête officielle a conclu que ce soir-là, le vent faisait danser les étoiles. Il n'y avait pas d'autre explication possible. C'est beau, mais des traces de ce genre, on en trouve depuis des millénaires. Et ça veut dire que ça fait des millénaires qu'ils ont cette technologie. On imagine un peu ce que ça représente en termes d'avance. Donc, oui, qu'est-ce qu'on perdrait à accepter qu'il y a des extraterrestres qui viennent nous visiter d'ailleurs? De quoi on a peur? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Qu'est-ce que les hommes bornés ont peur de perdre en considérant la possibilité qu'il y a de la vie extraterrestre? Je pense que c'est parce que ça chamboule un peu tous nos dogmes, toutes nos théories, pratiquement tout notre concept humain en ce moment. Ça va tout chambouler. Et c'est peut-être ça la peur de changer. Le changement fait toujours peur. C'est ça. Mais en fait, je me demande toujours qu'est-ce qu'on perdrait. Même au niveau scientifique, qu'est-ce qu'on perdrait? On ne perdrait rien, mais c'est puissant ce que dit Hortense. Toute une question. C'est qu'imaginez un ovni qui apparaît en plein Montréal ou en plein Paris ou en plein New York. Alors là, le monde scientifique est paralysé. Est paralysé parce que la vitesse limite de la lumière est dépassée, ce qui est un dogme immense. On n'est plus les seuls dans l'univers. La théorie du Big Bang se retrouve aussi complètement anéantie. Big Bang, quoi. Big Bang, elle est partie. Big Bang, elle est partie. Et ensuite, la théorie de l'évolution, si les êtres qui sont là nous ressemblent, on va se dire, tabarnouche, pour que le même phénomène improbable soit apparu sur notre planète, apparaît sur une autre planète. Mais imaginez. Alors, le pauvre scientifique qui est dans son laboratoire toute sa vie, il ne peut pas accepter que la vie extraterrestre existe. Parce que s'il accepte, tous les principes sur lesquels son salaire s'appuie viennent de tomber. C'est fou. Et c'est ça qu'ils ont à perdre. C'est ce qui s'est passé récemment, parce que la vitesse de la lumière, on a pu démontrer qu'on peut la dépasser. Des scientifiques récemment, c'était en Allemagne ou en Autriche, enfin il y a eu deux équipes, en Allemagne et en Autriche, démontré par exemple qu'on pouvait mesurer des photons allant 4,7 fois la vitesse de la lumière. Je veux dire, ça a été effectivement mesuré. Il a fallu un certain temps pour que les physiciens modernes l'acceptent et puis arrivent à dire, bon, finalement, c'est pas si grave vis-à-vis de la théorie de la relativité. Il faut comprendre, un photon, c'est quoi? C'est de la lumière. Alors, cette expérience-là démontre... La lumière qui va plus vite. Exactement. Voilà, et non, et ça a été plus loin. Parce que là, les scientifiques se disent, oui, peut-être, c'est pas si grave, parce que c'est inutile. Et il y en a un petit peu plus brillant, qui s'est dit, ben, ça peut être utile. Peut-être qu'on peut transporter de l'information avec cette lumière-là. Et effectivement, il le fait. Il a transporté une des symphonies de Mozart de musique
à une vitesse 4 fois et demi plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, à ces vitesses-là, on est capable de transporter, si on est capable de transporter une musique, on est capable de transporter des matériaux. Et ça bouleverse tout. Mais regardez le monde scientifique comme il est fou. C'est quelque chose d'incommensurable comme information. Qui, Malgré tout, il qui- se rattrape, et il se qui- rattache aux anciennes et théories. qui en a et entendu ouais. parler? C'est- Qui, dans la population en général, tout le monde a entendu parler d'Einstein avec E égale mc carré, tout le monde sait ça. La vitesse de la lumière, qui est le c, va pas plus vite. Il y a une vitesse limite. Et là, tout à coup, on découvre, on Ouais. observe que ça va plus vite, que la lumière elle-même va plus vite que la vitesse de la lumière. C'est le prix Nobel, Le silence, instantané, ben, quoi. Non, malheureusement, ça n'est pas instantané. C'est Ça va prendre- c'est bien là où est le problème. C'est bien là où est le problème. Ah, ben, Eh ouais. puis Mais encore. pour sauter ces paradigmes, bon, il y a eu des ancêtres célèbres qui ont été brûlés, etc. Eh On espère qu'on n'aura pas le droit à ce Aujourd'hui, ils ne genre sont de... pas brûlés. Leurs octrois sont coupés. Ouais, Mais leur voilà, subvention. c'est presque ça dans le domaine scientifique et dans le domaine civil, c'est le perte d'emploi, c'est tout. Exact. Mais dites-moi, pourquoi, dès lors qu'un scientifique ou qu'une personne qui réfléchit commence à remettre en question la théorie de l'évolution, pourquoi il est tout de suite tiré à bout portant? Parce C'est que- intéressant parce que, excusez-moi, juste pour compléter ma question, on l'a vu dans la revue La Recherche en France récemment. Il y a quelqu'un qui a osé, à La Recherche, premièrement, osé publier un article sur les failles du darwinisme. Et le pauvre type s'est fait tirer, mais pas à peu près. Il faut dire qu'il y en a d'autres aussi qui ont dit qu'il y avait de l'allure, mais on l'a traité de tous les noms, déterministe, créationniste, déiste et témoin de Jéhovah, à la limite. À mon avis, ça ne souligne que leur insécurité face aux peu de choses qu'ils peuvent expliquer. Écoutez, il nous reste 30 secondes. Il nous reste 30 secondes et j'aimerais ça qu'on refasse brièvement un tour sur l'explication créationniste scientifique. Marc. À la fin du compte, le choix est simple, c'est de se demander qu'est-ce qui est plus fou, de se dire est-ce qu'on a été créé par un dieu mystique, la barbe blanche d'un coup de baguette magique sans qu'on puisse comprendre comment, ou que le hasard est roi et maître et a un pouvoir créateur, ce qui n'est pas loin d'un dieu mystique, ou de se dire qu'il y a des gens qui sont venus d'une autre planète, qui manipulent la matière tout comme on est en train de le faire maintenant, et qui ont manipulé la matière, qui ont Puis créé toi, toutes t'en les formes de arrives. vie. À mon avis, c'est celle qui explique tout et qui Celle permet à qui- l'homme d'utiliser son cerveau à son plein potentiel. Hortense. Oui, alors moi, c'est un peu la même chose. C'est que, en fait, la théorie de la création scientifique en laboratoire, c'est pour moi une théorie qui me permet de comprendre tous les phénomènes humains, qui me permet de mieux comprendre moi, donc qui me permet de comprendre les religions traditionnelles dans lesquelles on est éduqué et qui me permet également d'être scientifique et de fonctionner normalement et naturellement dans mon laboratoire puisqu'on crée déjà la vie. Hein? On crée déjà la vie en Oui, laboratoire. oui. Alors, ça me permet de comprendre toute Les l'information. pièces se regroupent. Les pièces du finalement. pulse, cette théorie me permet de mettre en place toutes les pièces de mon pulse. D'accord, merci. Hortense, Marcel, un dernier mot? Moi, je crois qu'il faut arrêter de rester dans notre myopie intellectuelle qui nous fait penser que nous sommes seuls dans l'univers. L'univers est immense et dire que nous sommes les premiers et les meilleurs est une forme d'orgueil qui débouche sur des catastrophes. Nous avons des gens qui ont été créés dans l'univers avant nous, qui viennent nous rendre visite, qui nous apportent un message, et nous pouvons, à travers l'examen de ce message, avoir des informations qui nous conduisent à une vie plus heureuse. Super, merci beaucoup, Marcel. Et en conclusion, Brigitte? Oui, moi j'ai envie de dire, l'évolution, ça a été un mal nécessaire. Il a fallu passer par là pour libérer le scientifique de l'obscurantisme déiste, de l'impossibilité qu'il avait touché à la création de Dieu. Et il a progressé, les sciences ont progressé grâce à ça. Aujourd'hui, il faut arrêter. Il faut arrêter parce qu'on se rend compte qu'on est là, on est en face d'un conte de fées, alors que les scientifiques ont toutes les cartes en main pour comprendre que c'est possible de créer Et par des hommes, que la création par des hommes est tout à fait possible déjà sur Terre et qu'elle l'a été et qu'elle le sera encore. Et ça, c'est bien évidemment le mot de ma conclusion. Merci beaucoup, Brigitte. Donc, en conclusion, ce qu'on est en train de faire, ce que vous êtes en train de faire dans vos laboratoires et ce que bien d'autres scientifiques actuellement sont en train de faire, c'est ce qui a été fait il y a longtemps avec nous. Et éventuellement, on ira probablement, fort probablement, si on sort de nos... Si on arrive à éviter la connerie catastrophique face à laquelle on se trouve confronté actuellement, on ira vraisemblablement créer la vie sur notre planète comme ça a été fait pour nous.
Merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Et on espère avoir répondu à une question sur qui existe, d'où on vient et pourquoi on est là. Merci à tous et à la prochaine. Merci, Daniel. Merci Daniel.